élections sont toujours basées sur une loi. Donc, il est important de mener plusieurs combats de front. Le Parlement a décidé une affaire, mais quand on revient sur les élections ont toujours un cadre juridique. Et sans cadre juridique, on ne pourra jamais organiser les élections. Mais maintenant, on réforme pourquoi? Dans toute action, lorsque vous avez fait quelque chose, au bout du compte, on fait l'évaluation. Après avoir fait l'évaluation, on dégage les forces, les faiblesses. Je crois que dans l'évaluation, on pose quelques questions qui sont standards. On dit, est-ce que les résultats, les objectifs sont atteints? On s'est fixé les objectifs sont atteints. Est-ce que les résultats sont positifs? Quand la réponse à ces deux questions c'est oui, ça y est, il n'y a pas de question de réforme. Puisque tout est bon, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais lorsque on dit les résultats ne sont pas atteints et les objectifs ne sont pas atteints, les résultats sont négatifs, là on dit que non, ça n'a pas marché, c'est de l'échec. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra maintenant voir ce qui n'a pas marché. Parce que la réforme doit être une opération chirurgicale. C'est comme le corps entier. Vous souffrez de l'appendicite, on ne va pas amputer tout le corps. Non, on peut ouvrir le ventre, mais on n'enlève que l'appendice. Mais on laisse le rein, on laisse la rate, on laisse... Donc, il faut toucher là où il faut toucher. Maintenant, en faisant le bilan, l'évaluation de notre système électoral, AETA, comme l'a dit Maître Patrick, AETA a été sur tout le processus électoral une partie prenante. Nous avons observé depuis le cadre juridique, les enrôlements, depuis les candidatures, les élections, la compilation, tout, on a observé. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Premièrement, nous avions eu un processus biaisé. La loi électorale était taillée sur mesure. Je peux vous donner un exemple et j'aimerais bien m'apaisantir sur cette situation pour savoir que les élections, nous au niveau de l'AETA, et nous avons cette conviction que tricher pendant les élections, ce sont les petits tricheurs qui bourrent les urnes. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de bourrer les urnes, lorsque vous voyez quelqu'un en train de corrompre les agents électoraux, c'est un petit tricheur. Les grands tricheurs ne trichent pas au bureau des votes. Les grands tricheurs trichent au moment du cadre juridique, au moment de la composition de la CENI, au moment de l'élaboration de la loi électorale. Si quelqu'un a bien manigancé là-dessus, c'est fini la dernière élection. Tu peux dormir tranquillement. Je donne un exemple. En 2011, jusqu'au 2011, on avait une constitution qui disait que les élections se faisaient à 2 tours. Du coup, il y a eu un poids lourd qui arrive. Un candidat poids lourd, casse-pied. Le pouvoir avait de sérieux problèmes. Vous savez que non. Si on s'affronte entre le candidat du pouvoir et ce poids lourd, il n'y aura pas de. D'où il faut à tout prix éviter qu'il y ait un deuxième tour. Dans ce cas, comme l'opposition congolaise, on sait qu'ils ne sont jamais unanimes, ils iront à l'ordre dispersé, ils vont se partager les voix. Malgré cela, on nous a donné des chiffres. Des chiffres de 40 et quelques %. C'était pendant essayer d'éliminer le deuxième tour. Tout le monde sort au premier tour et puis c'est fini. Tel aura 30%, tel aura 40%, tel aura 25%. Et nous, on va fabriquer un résultat de 40%, on passe. Mais si on passait au deuxième tour, même les candidats éliminés allaient déporter leur voix vers le poids lourd. Donc on allait gagner. Déjà bien pensé, on modifie la constitution, on a triché en sorte, personne ne sait ni vu ni connu, on gagne les élections. La composition de la CENI actuelle, c'est quoi?
La CENI, on est organisé de façon à ce que le président sorte de la spécificité, entre parenthèses, les confessions religieuses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est lui qui organise les élections, c'est le vice-président de la CENI. C'est lui qui s'occupe des opérations, il est chargé des opérations. Le président vient souvent lire un communiqué, mais le chargé des opérations électorales, on donne à qui? À un représentant de la majorité du pouvoir. Donc, en bon terme, nous allons dire que c'est la majorité qui organise les élections. Et, par ironie du sort, on fait tout que le porte-parole soit le représentant de l'opposition. Comme ça, les représentants de la majorité organisent les élections de la manière dont on sait. Mais c'est lui qui va chanter cette faute, c'est le porte-parole de l'opposition. Ça dira non, c'est une année-là, toutes les parties sont représentées. Le président, c'est la société civile, le problème que le vice-président, c'est le pouvoir, le porte-parole, c'est l'opposition, tous sont d'accord et ça se passe. Voilà ce qui est important et qu'il faudra réformer. Parce que les choses n'ont pas bien marché. Mais maintenant, dans notre analyse, a énuméré une soixantaine d'articles à réformer. Parce qu'on va dire réformer, il faut réformer. Mais réformer quoi? Il faut aller sur une base précise. Je dis c'est une précision chirurgicale. Comme bien dans ces derniers temps, on a parlé de pièce pour pièce. Pièce pour pièce, ouais, pièce contre pièce, mais on va réformer quoi? Article par article, mais je ne peux pas vous citer 60, c'est trop. 60 en tout cas, c'est trop, on va y passer la nuit. On va citer 14 articles pour voir là où s'approcher. On commence par l'article 10 qui concerne les conditions d'inéligibilité. Les conditions d'inéligibilité disent que... Je vous en prie, de la loi électorale. De la loi électorale. On dit, être inéligible, c'est un mineur, un étranger, un militaire, ceci, cela, c'est lui dont on a retiré les droits civiques, mais quelque part dans l'article 10, on dit, c'est lui qui a été condamné pour les actes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les actes de corruption. Mais cet article a posé polémique. Pourquoi? Parce que lors des élections de 2018, un candidat a été débarqué pour cause de subornation des témoins. Et là, le débat est houleux. Mais il faut très bien le dire, le droit s'interprète, la loi s'interprète par elle-même. Et ce qui est écrit corruption, c'est subornation des témoins ou pas? Parce que subornation des témoins, même si ça va dans le même sens, mais c'est autre chose. C'est comme l'escroquerie et le vol, l'extorsion. En lingala, on dit Moïbi, Asa Moïbi, mais un escroc n'est pas un voleur. Un extorqueur n'est pas un escroc. Mais en lingala, tous vont dans le même sens. Suborner un témoin et corrompre quelqu'un, c'est deux choses différentes. Mais il est important qu'on puisse, premièrement, qu'on puisse pousser les législateurs à clarifier là-dessus. Il est vraiment important pour éviter, vous savez ce qu'on a risqué dans ce pays. Jean-Pierre Bemba est un chef rebelle. Il a une armée. Bon, il avait une armée. Mais lorsque cette frustration, nous avons appris avec Freud que de la frustration naît l'agressivité. Et lorsque la frustration est grande, vous risquez d'avoir un autre plan. Et si Jean-Pierre Bemba avait un plan B, vous dites, oh, ils vont débarquer, je prends par la force. On allait encore vivre un scénario autour. Ce sont des faits un peu bizarres et il faudra à tout prix qu'on puisse régler ce genre de situation pour que ça n'apparaisse plus. On passe à l'article 12. L'article 12 est dit ceci. C'est quelque chose, on dit, un candidat ne peut pas se présenter pour un même scrutin. Je donne l'exemple de l'élection des députés provinciaux.
Il ne peut pas être un candidat à l'EMBA et à Matete à la fois. Ça, c'est bon. Mais le grand problème, c'est quoi? Il y a plusieurs articles qui vont venir, mais le problème est que nous avons vu ce que nous avons appelé la sous-traitance électorale. Quelqu'un est candidat ici, à l'EMBA, candidat député provincial. Il est candidat député national à Moamba. Il est candidat gouverneur à Kinshasa. Il est candidat sénateur pour la ville de Kinshasa. Il est candidat président pour la RDC. Et qu'est-ce que vous allez voir? Nous allons voir que lorsqu'il est candidat député provincial à l'EMBA, son suppléant, c'est sa femme. Lorsqu'il est candidat député national à Moamba, son suppléant, c'est son petit frère. Lorsqu'il est candidat sénateur, son suppléant, c'est son ami intime. Lorsqu'il est candidat gouverneur, son suppléant, c'est bon. Là, le gouverneur, c'est le petit frère. Hein? Il est toujours voté avec un policier. Là, bon, il peut mettre un intime. Vous voyez, c'est là où vient ce que le docteur Fount veut le souligner, la moralité électorale. Moi, je suis connu par un public bien donné. Ils me font confiance parce que j'ai des qualités. Mais la personne que moi j'amène derrière moi n'a peut-être aucune qualité. Mais il sera élu sous mon label parce que moi je suis son mot de passe. Je suis élu député ici à l'EMBA, député national Moamba, gouverneur, et je ne peux pas assumer plusieurs mandats. Je dois me donner un endroit. Et si par bonheur je suis élu président, je reste président. Maintenant le gouverneur, c'est mon policier qui passe. C'est peut-être mon petit frère à confiance, mon plus petit. Il n'a aucun niveau. Là, on parle encore, il n'a peut-être aucun niveau. C'est quelqu'un qui n'a aucune opinion sur lui. Les gens à qui les gens ne font pas confiance, mais c'est lui qui va gérer. Et c'est la même chose, c'est lui qui va siéger au niveau de nos assemblées, au Sénat. C'est vraiment important qu'on puisse voir ça. Et pour ce qui concerne les recommandations, il serait mieux que le suppléant, lorsque quelqu'un quitte son siège, il faut que le suppléant soit le candidat de la même famille qui a obtenu plus de sièges. Parce que le siège est attribué au parti et non à l'individu. Je donne un exemple. Le quotient électoral, c'est 80 000 voix. C'était ça. Aucun candidat n'a obtenu 80 000 voix. Mais le siège est attribué sur base de ces élections-là. Vous, votre parti, après le cumul de voix récoltées, vous avez 200 000 voix. C'est que ça vous donne droit à 2 sièges. Mais, à l'intérieur, il y a des gens qui ont eu 40, 30 000, 50, voilà tout cela. Mais quelqu'un qui a eu 50 000, il obtient un siège par accumulation, par aide des autres. Mais lorsqu'il quitte son siège, celui qui venait juste après lui a eu 45 000 voix, il n'a pas le droit de siéger. Pourquoi? Parce que l'autre là avait un suppléant. Or, si le monsieur a obtenu des sièges, c'est sur base des efforts collectifs. Il est aussi important qu'on puisse voir ça. Dans d'autres pays, il y a un scrutin de liste. Il y a toute une liste. Bon, là, c'est qu'elle passe. Si qu'elle ne passe pas, c'est l'autre. Tout est échelonné. Mais ici, ce n'est pas ça. Nous passons à l'article 20. L'article 20 dit ceci. Dans le cas des suppléants, bon, ça, on en a déjà parlé. Hein. Pour gagner du temps, on ne fait pas. Il est important qu'aujourd'hui, si vous voyez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sur 48 députés, vous allez trouver peut-être 10 n'ont pas été élus. Ils sont là comme suppléants. Et c'est la même chose à l'Assemblée nationale, parce que les députés nationaux sont les plus ministres, ils ont ces derniers sièges. L'article 22, c'est quoi?
C'est presque la même chose. On reprend le nom d'une personne qui s'inscrit ici. Ce sont des lois qui se regroupent dans l'utilisation de l'Église. L'article 28, là, il y a encore un problème. On dit la campagne électorale et les 30 jours. C'est vrai. C'est une question simplement d'appréciation. Le candidat député national a pour circonscription le territoire à l'intérieur et le district ici à Kinshasa. Donc, candidat député national à Moamba, il peut parcourir Mateki, Lemba, Ngaba, Limeke et puis l'autre à 5 communes. En une semaine, il a bouclé sa campagne. Mais le candidat président de la République, il doit parcourir 145 territoires en 30 jours. Donc, il est obligé de faire 3 territoires par journée. Donc, le même jour, il est à Kenya, il est à Masimanimba, il est à Téchi. Le lendemain, il est à Chikapa, il est à Luisa, il est à Mweka. À un autre jour, il est à, je ne sais pas moi, Lodia, à Kakokombe et Loubé. Ensuite, il est à Gemena, il est à Isala, il est à Poupa. Donc, le temps imparti fait qu'on puisse voir. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Ça, c'est une situation d'application. Est-ce qu'on ne peut pas rallonger la durée des campagnes politiques pour nous permettre de battre les campagnes comme il faut et partout? Ça, c'est une question d'appréciation. Et puis, l'article 47. Là, il est clair. On dit que le vote en RDC, ça c'est la loi électorale qui dit, le vote en RDC, c'est soit par bulletin papier, soit par vote électronique. La loi est claire. Le vote bulletin papier, on sait. Mais le vote électronique, donc la machine à voter, qu'est-ce qu'on nous a vendu? C'est une imprimante à imprimer les idées. Or, quelque chose qui a une mémoire, quelque chose qui exprime un choix de façon électronique, c'est un outil électronique. Mais le fait que ça imprime aussi un papier, ça devient comme un mélange entre le vote manuel et le vote électronique. Il est temps qu'on puisse spécifier là-dessus. Parce que le vote électronique, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Tu appuies sur un bouton, c'est comptabilisé dans un serveur et c'est fini. Il n'y a pas de papier à déposer. Mais là, vous appuyez sur un bouton, c'est comptabilisé dans votre machine, ça imprime un papier, ensuite vous allez envoyer les résultats. Là, il est important que l'on puisse légiférer là-dessus. Et puis, il y a l'article 71. L'article 71 parle de procès-verbaux, donc le temps de saisir la cour. Vous voyez, on donne 3 jours pour saisir. Pour saisir 3 jours. À supposer que je suis au fin fond, quelle est la province la moins lotie en matière de communication? Je suis peut-être dans les Sankourou ou peut-être dans la province de Lomami. À Guilolo, là où le transport est difficile. Je dois consulter un dossier dans les 3 jours. Je dois prendre un moyen de transport. Il n'y a pas de route. Je prendrai peut-être une pirogue ou une baleinière pour aller saisir la cour. Or, nous sommes aujourd'hui à l'heure de nouvelles technologies. La loi interdit de saisir la cour à partir de l'email, par exemple. Il faut aller physiquement. Or, physiquement, ce n'est pas intéressant. Parce que je ne saurais pas couvrir tous ces trajets en 3 jours. C'est ce qui a fait que certains candidats voulaient attaquer en justice, dans le cas du contentieux, qu'ils ne l'ont pas fait parce que leur requête a été jugée irrecevable. Parce qu'ils l'ont introduit après le temps imparti. L'autre cas, il y en a beaucoup qui sont faits ici, il est
important pour souligner le caractère universel des élections en RDC. On parle de caution non remboursables. Vous voyez, la République démocratique du Congo avait cette fois-ci 20 candidats présidents de la République. Chacun devait payer 160 millions de dollars des francs congolais, ce qui représente 100 000 dollars. 100 000 dollars pour caution non remboursable. Même le candidat qui a été rejeté, on ne lui a pas remboursé ses 100 000 dollars. Vous allez voir qu'en 2006, voyons un peu le parallélisme. En 2006, c'était 22 millions de francs congolais, ce qui représentait 50 000 dollars. On a doublé le prix. Mais c'est non remboursable. Là, c'est au niveau du président de la République. Il doit être riche, il n'est pas connu. À 200, on vole quand même fort. Ça, c'est pas une affaire. Et puis, pour être député, aujourd'hui, c'était 1 600 000 dollars. Et 1 600 000 francs congolais, ce qui représente 1000 dollars par candidat. Si dans votre parti, vous alignez 5 candidats, vous payez 5 000. Mais en 2006, ça a été 110 000 francs congolais, ce qui représentait 250 dollars par liste. Donc, votre candidat, votre parti, vous avez 13 candidats, vous avez 10 candidats, vous payez 250 dollars par liste. Mais aujourd'hui, vous payez 1000 dollars par candidat. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème là-dessus. C'est la même chose avec les sénateurs. 1 600 000 francs congolais, ce qui fait 1000 dollars candidat. Mais le gouverneur, le député provincial, c'est 1 million de francs congolais. Ça fait 625 dollars de caution. Mais en 2006, c'était 125 dollars. 125 dollars par liste. Donc, un parti ne pouvait payer que 125 dollars pour tous ces candidats, alors qu'aujourd'hui, pour chaque candidat, il faut payer 625 dollars. C'est la même chose lorsqu'on descend. Nous allons voir que le candidat gouverneur, aujourd'hui, c'est 6 250 dollars. Et en 2006, c'était, le candidat gouverneur, c'était 1700 dollars. Et ça dépend pourquoi nous insistons sur ça. On rend les choses beaucoup plus difficiles et non accessibles. Alors que l'éligibilité, ça repose sur la confiance, le crédit, la caution morale qu'un peuple a, qui a représenté leur représentant. Un leader communautaire, c'est celui qui se fait élire comme député provincial. Mais il se passe que la politique congolaise, c'est comme une classe, c'est comme un club. Vous allez voir que ce sont les mêmes personnes qui reviennent. En 2006, vous allez voir que ce sont ceux qui étaient comme députés, d'autres sénateurs, ministres. En 2011, ils ont simplement interverti le rôle, ce sont les mêmes qui reviennent. Or, ce sont des gens qui ont pris de l'argent. Plus ils sont au pouvoir, plus ils haussent la barre de façon à ce que le petit peuple ne puisse pas accéder au club. Et c'est ce qui est beaucoup plus important. Il en va de la moralité. Mais dans tout cela, il y a beaucoup d'articles à revoir. Mais malheureusement, on me dit que le temps est parti, touche presque à sa fin. Mais il est important maintenant de passer à la question loi. Quel est le rôle de nous, le jeu? Qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés d'assainir le cadre juridique parce que c'est ça les règles du jeu. Lorsque le cadre juridique part dans un mauvais sens, les élections sont foutues. Il est important de corriger les erreurs. Mais les erreurs ne peuvent être corrigées qu'au niveau du Parlement. Mais
dans notre pays, l'initiative de loi appartient à deux instances. Ce n'est pas tout le monde qui peut initier une loi. L'initiative de loi appartient au gouvernement. Un ministre qui initie une loi, on appelle ça projet de loi. Un député qui initie une loi, on appelle ça proposition de loi. À part les deux catégories, personne d'autre ne peut aller initier une loi à l'Assemblée. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de faire des recommandations auprès des députés. C'est ce que AETA a fait. AETA a fait l'évaluation. Nous avons proposé une loi électorale qui tienne compte de toutes ces recommandations. On le fait endosser à un député national parce que ça ne sera pas notre loi, ce n'est pas AETA qui ira défendre la loi à l'Assemblée, non. C'est toujours le député qui ira défendre. Mais le député doit être soutenu, c'est là la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse doit être mobilisée pour que ces gens sachent que le peuple est derrière eux, mais pas pour le soutenir, mais pour le contrôler, pour le pousser à changer les choses. Et aujourd'hui, c'est vrai, on sait en Malonga. On sait très bien qu'il n'a pas obtenu ce qu'il a voulu, simplement parce que la base, je parle d'une belle partie. Hein. Quand je dis la base, c'est la population en général. Cet éveil de conscience est bon, mais il est important de savoir qu'il y a toute une liste de lois qu'il faudra modifier. À chaque fois que vous avez des députés, essayez de les appeler, de parler avec, de dire que non, écoutez, nous voulons ça, ça, ça et ça. Lorsque vous allez dans vos discussions au niveau de l'hémicycle, tenez compte de ces recommandations. La loi, ce sont les députés qui votent. Mais la loi, c'est le peuple qui l'a fait. Le peuple fait la loi en fonction de ses intérêts. Mais lorsque vous laissez, c'est la raison que la jeunesse doit être dans le processus. Dans l'élaboration de loi, il faut que la jeunesse soit informée. Et lorsqu'on va débattre, il faut que la jeunesse pousse pour que les députés sachent qu'ils n'en feront pas à leur tête, mais ils feront conformément à ce que leur ont donné ces mandats. Je crois qu'avec cela, lorsqu'on avait beaucoup de temps, on allait beaucoup développer, mais c'est ça un peu l'essentiel. Pour retenir, il faut réformer d'abord l'organe de gestion des élections pour que ça fonctionne normalement, mais il faut enlever certains dispositifs qui ont été faits simplement pour barrer la route à tel, barrer la route à tel. Et il faut essayer de rendre la question électorale moins onéreuse. Parce que le peuple, il y a certaines personnes qui sont libérées. Les gens qui se sont fait élire comme gouverneur avec 6 000 dollars de caution, aujourd'hui ils payent plus de 50 000, c'est pas intéressant. Donc c'est comme si on était tous pauvres, moi j'ai obtenu, il faut que je ouvre la porte à ce que les autres viennent contribuer aux affaires de leur pays, mais vous barrez la route que vous êtes seul, ce n'est pas intéressant. Je dis et je vous remercie.